Cet ouvrage intitulé La mal-réglementation, une éthique à la recherche est-elle possible et à quelles conditions, dirigé par Pierre Trudel et Michel Jean, analyse une crise profonde qui traverse l'éthique de la recherche scientifique à l'heure actuelle, la transformation de cette éthique en un dispositif bureaucratique autoritaire. Les auteurs y développent le concept de mal-réglementation pour décrire une situation où les contraintes et les procédures administratives se multiplient sur la base de principes éthiques en apparence acceptables, mais sans justification sérieuse et sans que cela n'augmente réellement la protection des participants à la recherche. Ce phénomène, que les auteurs comparent à la malbouffe, qui semble nutritive mais vide de substance, produit des effets contraires à ses objectifs. Au lieu de protéger les personnes, l'éthique devient un fardeau qui entrave la recherche scientifique et étouffe la liberté des chercheurs, en particulier dans les domaines des sciences humaines et sociales. L'ouvrage documente comment les comités d'éthique de la recherche, CER, sont passés de simples instances consultatives à des cours d'inquisition ou à une police éthique, dominée par le formalisme et l'obsession des formulaires de consentement éclairés. Dans des recherches aussi simples que des entretiens ou des questionnaires en sociologie, on impose les mêmes exigences complexes conçues à l'origine pour les essais cliniques à haut risque, comme des formulaires de consentement pouvant atteindre 30 pages. Cette procédure non seulement fait perdre du temps et des ressources aux chercheurs, mais elle dépasse parfois les exigences légales elles-mêmes, les comités réclamant des documents non prévus par la loi. Pire encore, ces longs formulaires ne sont généralement pas lus par les participants, devenant ainsi une simple formalité visant à protéger les institutions contre leurs responsabilités légales, plutôt qu'une véritable protection de la dignité ou de l'autonomie des participants. Les dommages ne se limitent pas à l'aspect administratif, ils s'étendent à la qualité même de la recherche scientifique. Dans les études portant sur les adolescents, l'exigence d'un consentement parental écrit conduit à exclure les populations les plus vulnérables ou marginalisées, comme les adolescents sans domicile ou victimes de violences familiales, introduisant ainsi un biais d'échantillonnage grave qui fausse les résultats. En épidémiologie, les sources consultées mettent en garde contre le risque que la malréglementation étouffe complètement ces disciplines vitales. Des études fondamentales comme la découverte du lien entre l'amiante et le cancer ou entre les téléphones portables et les tumeurs cérébrales seraient devenues impossibles si les normes actuelles leur avaient été appliquées, car elles reposent sur des données historiques ou des dossiers administratifs pour lesquels il est impossible d'obtenir un consentement individuel. Ainsi, la surenchère dans la protection de la vie privée aboutit à priver la société tout entière d'une connaissance salvatrice, ce qui constitue un paradoxe éthique majeur. Au-delà de la bureaucratie, l'ouvrage met en lumière un autre facteur décisif, le financement. Dans un contexte de pénurie des financements publics et de concurrence acharnée pour l'obtention de subventions rares, les chercheurs se trouvent parfois contraints d'adapter leurs résultats ou d'orienter leurs travaux selon les désirs des bailleurs de fonds, ce qui sape leur indépendance académique. Les sources indiquent que la dérive éthique ne provient pas seulement d'un comportement individuel, mais de conditions structurelles. Les pressions financières poussent les chercheurs à la fraude ou à la dissimulation de données défavorables. Ici, la bureaucratie et le manque de financement se renforcent mutuellement. Le chercheur passe un temps considérable à satisfaire aux exigences des comités d'éthique, puis il doit courir après des financements qui orientent ses priorités. Il perd ainsi le contrôle de son projet et se voit dépossédé de sa responsabilité personnelle. C'est pourquoi les auteurs appellent à restaurer cette responsabilité, afin que l'éthique ne soit pas un simple respect de règles externes, mais une conscience vivante au cœur même de la pratique scientifique. Pour remédier à ce problème, l'ouvrage propose de passer du modèle du contrôle paternaliste à celui du dialogue continu et de la collaboration entre chercheurs et comités d'éthique. Il insiste sur le principe de l'évaluation proportionnelle. La rigueur des procédures doit être proportionnée au niveau réel de risque de chaque recherche, de sorte qu'une simple étude exploratoire ne soit pas traitée comme un essai clinique dangereux. Il appelle également à une réforme structurelle garantissant la transparence des décisions des comités, leur fournissant des ressources suffisantes et élargissant leur expertise pour inclure les méthodologies des sciences humaines au-delà du seul modèle médical. En définitive, l'ouvrage vise à faire en sorte que l'éthique de la recherche reste au service de la vérité et de la dignité humaine, et non un outil de rigidité administrative et d'autoritarisme bureaucratique.